Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs qui nous écoutent ? Oui, alors donc je m'appelle Sandrine Gelé, je suis psychologue dans un centre de lutte contre le cancer à Reims, à l'Institut Godino. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'exerce depuis une vingtaine d'années avec toujours autant de plaisir. Et quels sont les patients que tu prends en charge ici à l'Institut ? Alors l'Institut accueille vraiment des personnes, alors, principalement des personnes suivies pour un cancer du sein, mais on a tous les cancers, on reçoit aussi toutes les personnes qui sont suivies pour un cancer gynécologique, les cancers ORL, la pneumologie. On est spécialisé aussi dans la prise en charge des patients ayant un sarcome. Cancer de testicules, thyroïde, voilà. Tout ce qui est hématologique, par contre, les patients sont suivis sur le CHU. Voilà. D'accord, très bien. Et si des novices nous écoutent, comment tu définirais la psychologie ? La psychologie, alors souvent, les personnes confondent la psychiatrie, la psychologie, le psychothérapeute. Alors, ce serait peut-être intéressant de faire un petit peu la part des choses. Donc, en fait, un psychiatre, c'est un médecin qui a fait des études de médecine générale et qui choisit de faire une spécialité en psychiatrie sur 4 années. Alors, il peut prescrire, il prescrit les traitements, il doit respecter le code de déontologie médicale, alors qu'un psychologue est une personne qui suit des études à l'université de psychologie, doit obtenir un master, donc c'est 5 années d'études. Il peut ensuite continuer en faisant un doctorat. Et il faut savoir qu'en psychologie, il y a plusieurs spécialités. Donc, il peut y avoir diverses disciplines. Donc, ça peut être de la psychologie sociale, comportementale, cognitive, de la psychologie clinique. Et il y a encore des sous-spécialités. Alors, moi, je suis psychologue clinicienne. Au départ, je suis spécialisée en gériatrie, donc je suis gérontopsychologue, mais j'ai pu par la suite faire un diplôme universitaire de soins palliatifs. Je passe actuellement un diplôme universitaire dans la prise en charge de la douleur, mais on peut aussi faire de la dictologie, la sexologie, voilà. Donc, en fonction des besoins et par rapport à la population accueillie dans le lieu d'exercice, en fait. Et bon, la psychologie, c'est vraiment accueillir les patients sans jugement, permettre une écoute, libérer la parole. Parce qu'on sait bien qu'une parole qui n'est pas libérée peut se muer en angoisse. Donc, c'est une façon de passer de l'émotion à la pensée. Et ça évite surtout de laisser la place à l'angoisse. Donc, il est vrai que les oncopsychologues ont pour habitude aussi de travailler en équipe, en multidisciplinarité. On travaille beaucoup avec nos collègues dans le cadre des soins de support, donc avec l'équipe médicale et paramédicale, mais également avec nos collègues esthéticiennes, assistantes sociales, coiffeuses, la stomathérapeute, les kinés, voilà, toutes les personnes qui peuvent apporter du bien-être pour éviter d'être dans la dichotomie corps et psyché, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Si l'esprit ne va pas bien, le corps ne va pas bien et inversement. D'où l'intérêt de travailler en équipe et puis de partager les différents points de vue pour optimiser la prise en charge, en fait. D'accord, très bien. Et pourquoi tu t'es orientée vers l'oncologie ? Alors, ça a été
une découverte pour moi, parce que je venais vraiment du secteur de la gériatrie au départ. Et je me suis aperçue que nos personnes âgées qui arrivaient en toute fin de vie, il y avait peu d'approches autour de la fin de vie. On ne parlait pas de la mort, de l'approche de la mort, de toutes les angoisses qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé. Moi, à l'époque, j'étais encore étudiante en stage. Et on m'a dit, mais tu sais, tout ça, ça s'appelle les soins palliatifs, en fait. C'est l'accompagnement de fin de vie. Et j'ai eu envie, justement, de faire ce DU. En cours lors de mon premier poste en fait, où je travaillais dans une unité de soins de longue durée en région parisienne, et j'ai eu très très envie d'accompagner les patients jusqu'au bout de leur vie, mais de façon optimale. Et donc c'est vrai qu'on a de nos jours quand même des diplômes universitaires qui sont très bien faits, avec des professionnels qui sont sur le terrain, et évidemment les formations ne font pas tout, mais voilà, ça me paraît indispensable, en tout cas quand on exerce dans un endroit spécifique, au moins de s'intéresser au maximum et d'optimiser la prise en charge pour toujours laisser le patient au centre du soin. Et quelles sont pour toi les particularités de la prise en charge psychologique pour les patients en oncologie ? Quand on est atteint, quand la maladie vient faire effraction, dans une vie qui peut déjà parfois être compliquée, peut déjà traverser des périodes de crise, je pense qu'il est important de pouvoir accueillir toutes les appréhensions, toutes les croyances. On entend beaucoup de choses à propos d'une éventuelle psychogénèse du cancer, sauf que nous, les psychologues qui intervenons en cancéro, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fil conducteur. Si les personnes étaient responsables de l'apparition d'un cancer, je pense que ça se saurait. Et je pense que l'un des rôles des psychologues, lors de notre consultation, c'est de rassurer les patients et de leur dire que le cancer, ce n'est pas une maladie auto-immune, ce n'est pas une maladie psychosomatique, on ne se fabrique pas un cancer. Et c'est vrai qu'une des particularités, c'est ça parfois, parce qu'on peut aussi avoir des familles qui, parce qu'elles ont peur que la maladie s'aggrave, peuvent être dans un processus de surprotection, en se disant il faut qu'on soit là, il faut qu'on protège, donc on va faire à la place du patient. Ça peut parfois être étouffant pour nos patients qui nous disent mais je me sens déjà inutile. J'ai vraiment le sentiment d'être infantilisée, même si c'est bienveillant de la part des familles. Mais je pense que notre rôle, c'est d'accompagner pour rassurer et de dire mais la fatigue ne va pas aggraver un cancer. Le mauvais moral lié à la fatigue ne va pas aggraver un cancer. Donc laissez faire vos proches, laissez-leur faire l'expérience de ce qu'ils peuvent encore faire ou ne pas faire, justement. Même si ça doit passer par la fatigue, c'est pas grave. Mais au moins, la personne qui est prise en charge s'aperçoit de ses propres limites. Et notre rôle aussi, c'est de montrer aussi ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans le ressenti, et de s'autoriser l'aide de l'entourage, surtout. Ça, c'est important. Donc, c'est dans les deux sens, c'est trouver un équilibre. Et c'est vrai que notre rôle en tant que psycho-oncologue, c'est aussi d'inclure les familles. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un patient pour la première fois, je demande toujours quelles sont les ressources, quelles sont les personnes ressources autour d'elle. Et je demande souvent aussi à mes collègues en équipe, je leur demande, voilà, est-ce que vous avez vu le conjoint, les enfants ? Étant donné que moi, je ne suis pas là le soir, ni les week-ends, ni la nuit, je ne sais pas qui vient en dehors de mes heures de travail. Et c'est important de savoir où en sont les proches. Et ce que le patient nous autorise aussi à dire à l'entourage. Donc moi, une famille que je ne vois pas, parfois ça m'inquiète, surtout si je sais qu'elle ne vient pas. Donc il peut y avoir multiples raisons. C'est des raisons de santé, elles sont éloignées. Parfois les personnes sont seules. Géographiquement, parfois les familles sont éloignées, donc c'est compliqué. Et donc c'est comment réussir à créer du lien. Et surtout, qu'est-ce que nous autorise le patient à faire par rapport à l'accompagnement de son entourage. Et ça veut dire que du coup, tu les reçois en consultation, les familles, oui. Avec le patient ? Alors, c'est en fonction du patient. Je ne reçois jamais la famille sans l'accord du patient. Oui, bien sûr. Comme je ne me présente jamais auprès d'un patient sans que j'ai eu son accord. Parfois, c'est lui qui fait la demande directement. Parfois, ce sont les professionnels de santé. Effectivement, là, régulièrement, je précise aux patients que je suis disponible pour l'entourage, que ce soit pour les adultes, mais aussi bien pour les enfants en bas âge, parce qu'ici, les enfants ont le droit de venir, on leur présente les services, on leur présente les professionnels de santé, on aborde toutes les problématiques qui les interpellent, donc autour de la maladie et de la mort parfois, quand il s'agit de situations palliatives, mais surtout, quand ils sont mineurs, il me faut l'accord des deux parents, mais je demande toujours aux patients et à ses proches jusqu'où ils m'autorisent à aller. Parce qu'il ne s'agit pas d'aborder les questions si douloureuses avec les enfants, et si la famille ou le patient lui-même n'est pas prêt à en discuter avec eux. Parce que les enfants, ils ont une spontanéité et ils reviennent à la maison avec les questions.
Donc c'est vrai que généralement on m'indique les enfants, surtout quand il y a des interrogations, quand il y a un repérage de troubles du comportement ou de l'humeur. Donc ça, je dirais, c'est l'un des points d'appel, surtout s'il s'installe dans le temps. Mais comme pour les patients, hein, plus la prise en charge sera précoce, mieux ce sera par la suite en fait. Hein. Ça évite, on est dans la prévention des risques psychosociaux, j'ai envie de dire, et puis des complications possibles. C'est vrai que le rôle du psychologue clinicien, c'est quand même de repérer tous les signes cliniques. Il est formé en psychopathologie, il repère tous les signes pathologiques qui relèvent de la psychiatrie. Hein, donc, alors il y a des degrés dans les prises en charge, mais en tout cas tout ce qui est syndrome anxio-dépressif par exemple, parfois des propos qui peuvent nous laisser penser qu'il y a peut-être des pensées suicidaires, ça aussi c'est une approche. Il est nécessaire de former les soignants pour ça aussi, pour repérer les indicateurs, les signaux d'alerte qui montrent la détresse d'un patient ou de son entourage. En fait, le but, c'est ça. Hein. Nous, les psycho-oncologues, c'est vraiment former le personnel à ça, repérer pour pouvoir dire, voilà, vous avez sur place des psychologues, des professionnels avec qui vous pouvez en parler, sans crainte du jugement, ils sont liés au secret professionnel, donc rien ne sort du bureau, et ça, c'est essentiel. Que ce soit au lit du patient ou en externe. Et bien justement, quels peuvent être les bénéfices pour un patient d'être pris en charge du point de vue psychologique ? Oui. Et est-ce que tous les patients en bénéficient aussi ? Est-ce qu'on leur propose systématiquement ? On leur propose, je pense, quasi systématiquement. Quasi. Il y a un livret d'accueil qui est remis à chaque patient, au sein duquel sont présentés tous les différents membres des soins de support. Mais notre rôle, c'est d'expliquer aussi aux professionnels de santé les signaux. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous laisser penser qu'un patient aurait besoin ? Donc, tous les changements d'humeur, je dirais, ou de comportement, ou au contraire, un patient qui est silencieux, prostré, et c'est valable aussi pour l'entourage. Hein. À la limite, je dirais, nous les psychologues, ce sont plutôt les personnes qu'on n'entend pas, qui ne se plaignent pas, qui nous inquiètent le plus. J'ai envie de dire, tout ce qui est possible à dire est possible à vivre. Et une personne qui n'exprime pas ses émotions, le risque, c'est quand même le passage à l'acte, contre soi ou contre l'autre, parce qu'on accumule toute la détresse, tout le mal-être, et sans mots n'est l'angoisse. Ça, c'est un passage obligé. Et souvent, avec les patients, on aborde ça en disant, on vous a tout de même annoncé qu'à un moment donné, votre corps n'était plus en bonne santé. Donc, on fait le deuil d'un corps en bonne santé. Qui dit deuil dit tristesse. C'est pas parce que vous allez pleurer à un moment donné que l'on s'effondre. Pleurer, ça ne veut pas dire qu'on est dépressif, mais la phase dépressive est quand même un passage obligé. Moi, une personne qui va me dire, mais je vis bien les choses, je fais mes traitements, tout va bien. Je dis oui, mais c'est un passage obligé, donc peut-être qu'à un moment donné, au moment où vous y attendrez le moins, ça peut être à l'occasion d'un mariage, d'un événement heureux, tout changement de situation va réveiller un autre changement de situation. Un deuil en réveille un autre, si vous voulez. Oui, on peut prendre ça pour plus tard, à un moment inattendu. Ça peut effectivement se révéler en différé. Et ça, c'est encore plus déstabilisant et encore plus pour l'entourage. Et ça, on le voit régulièrement, par exemple, au moment de la rémission. C'est vrai qu'il y a des étapes dans la vie du patient qui sont plus compliquées. Ça va être l'annonce, la découverte de la maladie, parfois même avant qu'on découvre, ou pour les personnes à risque de cancer aussi en consultation congénétique. Donc là aussi, il y a tout un travail d'accompagnement, mais à toutes les étapes de la maladie, donc à l'annonce, durant les traitements, dans les périodes de récidive et en phase de rémission. Et souvent, les personnes nous disent, mais l'après n'est pas forcément plus simple à vivre que pendant les traitements, parce qu'il faut retrouver sa place au sein de la famille, parfois quand les rôles ont été inversés. Il y a des habitudes qui ont été prises, donc c'est compliqué parfois de retrouver sa place. On ne retrouve pas forcément le même tonus. Alors il y a des personnes qui me disent, mais moi c'est bon, j'ai retrouvé ma forme, mais pas tout le monde. Et la plupart du temps, c'est assez long à revenir, à tel point qu'on propose avec nos collègues assistantes sociales une reprise du travail. Donc ça s'accompagne aussi quand il y a reprise du travail, à mi-temps thérapeutique, quand c'est possible, parce qu'il y a une fatigabilité qui s'impose avec les traitements. Donc voilà, tout s'accompagne, je dirais. Et on fait beaucoup de consultations dans l'après-cancer, où on va prendre en charge, on va être vigilant sur la fatigue, sur les problèmes de mémoire liés au traitement, sur l'image du corps. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les personnes qui ont souvent une baisse de l'estime de soi, avec toutes les mutilations qu'il peut y avoir, les cicatrices, les ablations, ou au contraire les stomies, ça peut être aussi l'alopécie, tout ça, ça a été mal vécu, donc tout ça, ça s'accompagne.
on ne peut rien laisser au hasard, j'ai envie de dire. Donc, mais il est important en tout cas de spécifier, de ne pas hésiter à répéter au cours du parcours du patient qu'il y a ces professionnels-là qui peuvent aider. Parce que tout est dit au début, mais le patient va être centré sur un point particulier, il va oublier qu'il y a possibilité sur son parcours de soins de consulter d'autres personnes. Oui, donc pour toi, vraiment, un patient qui verbalise, c'est moins inquiétant qu'un patient qui ne verbalise Tout pas à fait. et qui ne montre pas... Qui ne montre pas ou qui ne verbalise pas. Alors parfois, il ne va pas forcément montrer, mais dès qu'un psychologue va arriver, il va tout à fait disponible et là révéler tout ce qu'il a à dire. Mais voilà, il choisit aussi les personnes peut-être avec qui en parler. C'est beaucoup plus facile d'en parler avec une tierce personne qui ne fait pas partie de la famille, que d'en parler à un de ses proches. Oui, on veut les épargner aussi, on veut les préserver. On veut les préserver. Alors, parce qu'il y a souvent de la culpabilité quand même de la part des patients, d'avoir le sentiment, même s'ils ne se sentent pas responsables de la maladie, il y a quand même une forme de culpabilité à l'idée de faire souffrir son entourage. Parce que ça vient tout perturber. Là, en ce moment, beaucoup de patients me disent « Mais voilà, je suis en traitement, on est obligé d'annuler les vacances de cet été. » Et tout ça, c'est... Alors tout ça, ça se travaille. Tout dépend du rythme des consultations, enfin des chimiothérapies. Parfois, on leur dit « Mais vos chimiothérapies, elles sont toutes les 3 semaines. » Donc si l'intercure se passe bien, il n'y a aucune raison pour que vous priviez de ces moments-là. Est-ce qu'il y a moyen de décaler ? Est-ce que pour les enfants, bon d'accord, vous ne partez plus, mais est-ce qu'ils peuvent partir avec un cousin, un ami ? Il faut vraiment essayer de maintenir le plus de repères possible d'avant la maladie. Il ne faut pas que les patients soient rythmés que par la maladie, les traitements, les consultations. Parce que justement, au moment de la rémission, il y a comme un vide qui s'installe, parce qu'il n'y a plus tout ça. On n'est plus entouré de professionnels de santé, leur présence rassure. Et c'est pour ça qu'on propose toutes ces consultations dans l'après-cancer, pour pouvoir les aider à... Voilà, parce que ce sentiment d'abandon, il est quand même très prégnant, il peut s'imposer. Oui, je te le confirme. Enfin, nous, c'est vrai qu'en officine, c'est vraiment des moments où on est très, très vigilant parce que, en effet, on le sent, les patients, ils se sentent abandonnés à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une transition qui est vraiment très, très dure pour eux. Mais justement, si tu devais synthétiser, c'est quoi les grandes étapes où il faut bien faire attention dans le parcours de soins du patient, parce qu'on sait que ces moments-là sont plus délicats et qu'il y a un risque de détresse psychologique. Alors je dirais les annonces, tout type d'annonces. La poursuite d'un traitement, de l'arrêt d'un traitement, déjà l'annonce du cancer au départ, mais ensuite voilà, l'arrêt des traitements, de la poursuite d'un traitement, des effets secondaires possibles. Le retour à domicile aussi n'est pas toujours bien vécu, avec toutes les angoisses que cela peut susciter, de faire, alors surtout s'il y a une prise en charge par des professionnels de santé en HAD ou les soins à domicile. Donc c'est organiser, c'est faire venir l'hôpital à la maison. Alors autant certains patients vont être demandeurs et ça les rassure, d'autres s'y refusent parce que c'est non, ma vie privée c'est ma vie privée, je ne veux pas mélanger l'hôpital avec ma vie privée, je ne veux pas que mes voisins voient que l'ambulance se gare devant chez moi, que l'infirmière libérale, voilà. Donc il y a tout ça. Donc ça, voilà, toutes ces périodes-là, il y en a beaucoup, les enfants aussi. La reprise du travail, ça aussi, il faut être vigilant par rapport à ça. C'est qui reprend le même travail. Parfois, il y a la culpabilité de ne pas pouvoir reprendre le travail. Ne s'imaginez pas avoir une fin de parcours professionnel de cette façon. Parfois, c'est 1 an avant la retraite, 2 ans avant, ou des personnes qui ont 56 ou 57 ans qui me disent « Mais vous me voyez retravailler, je suis épuisée. » Il y a des métiers comme ça, on me dit « Mais je ne peux pas tenir, je suis épuisée. » Donc, et puis, il y a cette culpabilité de parfois des employeurs qui disent « Quand est-ce que tu reviens ?» Des personnes qui me disent « Ben voilà, j'ai eu le malheur, je me suis enfin risquée pour la première fois après tant de mois à aller à une soirée, je me suis rendue à une soirée, on m'a filmé en train de danser, c'est parti sur les réseaux sociaux, et là, j'ai eu des remarques par la suite en disant « Ben t'es en pleine forme, pourquoi tu viens pas retravailler ?» Donc, ce sentiment de solitude, ce décalage ressenti, le regard des autres, tout ça, ça pèse aussi sur les épaules des personnes et de dire, mais attendez, ne vous empêchez pas de sortir. Précisez bien aussi que quand vous sortez, c'est pour vous changer les idées. Et parfois, le risque aussi, c'est que certaines personnes s'isolent. Ça aussi, c'est un point d'appel. Il faut faire attention à ça. S'isolent parce qu'elles ont peur de parler tout le temps de la maladie. Donc, de dire, attendez, moi, si je sors, c'est pour me changer les idées. Je n'ai pas du tout envie d'aborder ça avec vous. Si j'en ressens le besoin, je vous en ferai part. Mais moi, ma volonté, c'est d'être le plus possible dans la vie, de reprendre un peu des repères
d'avant la maladie. Et tu parles beaucoup de culpabilité de la part des patients, la culpabilité d'avoir un cancer, la culpabilité de faire subir ça à l'entourage. Comment tu prends en charge toute cette culpabilité Mais c'est important de leur expliquer les mécanismes déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable ? C'est vrai que face à la maladie, on ne peut plus rester dans le contrôle. C'est illusoire de penser qu'on va être dans le contrôle. En fait, la maladie nous échappe. En tout cas, les soins, n'étant pas professionnels de santé, tout ça, ça échappe aux patients. Et donc, ce sentiment d'impuissance nous fait souvent glisser du côté de la culpabilité. C'est tout à fait un processus adaptatif. Quand on se sent impuissant, on ne peut pas essayer de réparer les choses en étant ou en faisant autrement. Lorsque l'on se sent coupable, on peut essayer de modifier les choses en étant ou en faisant autrement. On est dans un processus de réparation, en fait. Et cette culpabilité-là, c'est aussi une façon parfois de s'ancrer dans quelque chose de moins difficile à vivre intellectuellement, psychiquement. C'est-à-dire, on va être axé sur la culpabilité et pas sur l'angoisse liée aux soins, par exemple, ou pas sur un devenir incertain, sur peut-être un mauvais pronostic qui se profile. Donc, on peut parfois, ça se cristallise quelque part, on reste fixé là-dessus. Après, ça fait partie aussi des mécanismes de défense, mais ça peut être un processus adaptatif aussi. Mais il ne faut pas, tout est une question de degré, c'est comme tout. C'est hyper intéressant et du coup les patients tu les suis en continu sur tout leur parcours. Comment sont Alors c'est au cas construites par cas. Les prises en charge? C'est très variable. On peut avoir des personnes qui sont dans la demande même avant de commencer les traitements, que je vais continuer à suivre durant les traitements et même dans l'après. Proposer en parallèle l'accompagnement de l'entourage. Donc il m'arrive de recevoir également les conjoints, les parents, les enfants, les adolescents, les enfants en bas âge. Certains patients me disent, moi je veux vous rencontrer juste une fois, au cas où j'aurai besoin par la suite. Et puis finalement, ça se poursuit tous les mois ou pas du tout. Mais ça fait rappel pour leurs proches. Ça peut se passer comme ça. Et puis, l'avantage, c'est que là, à l'Institut, je suis à mi-temps sur un poste de psycho-oncologie et à mi-temps sur un poste d'équipe mobile de soins palliatifs. Ce qui nous permet, en cas de mauvais pronostic, d'accompagner les patients jusqu'à la fin, quelle que soit l'issue. Aussi bien à domicile qu'en milieu hospitalier. Donc, ce qui me permet aussi de proposer des suivis de deuil pour les proches, des enfants et également, et des adolescents. Donc, c'est l'intérêt vraiment, c'est de pouvoir présenter le psychologue très tôt dans la prise en charge. Le patient, après, il dispose. Voilà. Mais si on estime que peut-être une situation peut se compliquer et que le patient qu'on a vu une première fois n'est pas de nouveau dans la demande, de temps en temps, l'équipe nous dit, mais peut-être que ce serait bien que tu te représentes parce que là, on est quand même à une phase un petit peu... dans l'entre-deux, on ne sait pas trop. Là, c'est le prochain bilan qui nous dira, mais on est plutôt inquiet et ce serait peut-être bien que tu ailles de nouveau voir cette personne, même si elle n'est pas demandeuse, comme ça, spontanément. Et généralement, ça se passe très bien. Donc, et nous sommes deux donc dans l'établissement. Donc, ce qui est très bien, c'est que on est complémentaires. Et c'est des consultations qui durent combien de temps ? Alors, dans mon bureau en externe, généralement, c'est 1 heure. Dans les services, tout dépend de la fatigabilité du patient. Donc ça peut durer 20 minutes, comme ça peut durer 1 heure, 1 heure et quart. Après, tout dépend si je les vois régulièrement. Il y a des patients que je vois plusieurs fois par semaine lorsqu'ils sont hospitalisés. Et puis d'autres, ça va être 1 fois toutes les 3 semaines lorsqu'ils viennent en hospitalisation de jour pour leur traitement. Donc c'est variable, c'est vraiment variable. Moi, une grande crainte que je rencontre souvent à l'officine de la part de mes patientes, et puis ça peut aussi venir de la part des patients, c'est l'alopécie. En début de soins, quand on sait qu'on va avoir une chimio, alors bien que toutes les chimios ne soient pas alopéciantes, mais c'est vrai que c'est une très très grande crainte, la perte des cheveux. Comment tu prends en charge dans ces cas de figure-là pour passer le cap difficile ? J'oriente tout de suite vers mes collègues socio-esthéticiennes. On a la chance d'avoir avec nous une esthéticienne qui est là à temps plein, une coiffeuse 2 jours par semaine et qui se rend toujours disponible. Et vraiment, dès le départ, je propose cette prise en charge-là. Généralement, mes collègues proposent de couper les cheveux. Avant de voir apparaître la première chute des cheveux. Donc, on coupe les cheveux progressivement. Certaines patientes demandent d'emblée à ce qu'on rase les cheveux pour ne pas être confrontées à ça au quotidien et ne pas l'imposer à la famille.
surtout. Après, on a aussi notre collègue esthéticienne qui prodigue des massages, des soins classiques d'esthétisme, des épilations, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment très demandé, et beaucoup par les hommes aussi, qui sont hospitalisés. Donc l'alopécie, effectivement, fait partie des craintes. Parfois, c'est même plus difficile à vivre que l'ablation du sein, pour certaines personnes qui me disent, oui, l'ablation du sein, on peut masquer. Il y a une reconstruction derrière. Même si les cheveux repoussent, c'est quelque chose qui s'impose, et parfois, certaines de nos patientes et patients, les hommes ne vivent pas forcément mieux la chute des cheveux, masquent tous les miroirs chez eux. Et c'est tout. C'est comme ça le temps des traitements. Parfois, le temps fait son travail aussi. Et petit à petit, le conjoint aidant, lorsqu'il y a une vie de couple, dit « Mais attends, moi ça ne me pose pas de soucis. » Parfois aussi, le patient ne se l'autorise pas parce que c'est l'entourage qui n'est pas en mesure de voir la personne tête nue aussi. Donc c'est vraiment, je dirais, il y a autant de cas de figure que de patients. Voilà, on ne peut pas... Il n'y a pas vraiment de généralité. Après, ce que redoutent le plus les patients, aussi c'est par rapport à l'ablation du sein, ça va être la découverte de la cicatrice. Parfois non plus, ils n'osent pas montrer aux enfants. Alors ça peut paraître choquant d'entendre ça, mais les enfants généralement ont besoin de voir pour croire ce qui se passe. Et je préviens souvent les patientes et les patients, c'est valable pour une ablation de testicules aussi. Nos patients me disent mais non, mais dans la salle de bain avant on se croisait dénudés et maintenant je n'ose plus, sauf que beaucoup d'enfants demandent à voir, ont besoin de se représenter les choses, mais je propose toujours aux personnes quand même, je leur conseille quand même de parvenir à se regarder soi-même avant de montrer, et il n'y a pas urgence à montrer non plus. On attend que ce soit bien cicatrisé, que ce soit un petit peu moins rouge, un peu moins boursouflé, tout ça pour que les enfants puissent se représenter. Et généralement, quand ils sont demandeurs, ça se passerait bien, ils ne sont pas choqués du tout. Et ce que redoutent aussi nos patients, c'est surtout la perte d'autonomie. Ils ne se reconnaissent pas dans leur façon d'être, des personnes qui sont hyperactives, qui d'un seul coup n'y parviennent plus, me disent depuis que je suis suivie pour un cancer, moi qui étais quand même... j'avais une grande confiance en moi, j'allais de l'avant. Depuis l'apparition de la maladie, je me sens toujours en insécurité. Ça revient la plupart du temps, comme s'il y avait eu c'est pas comme si, il y a eu une effraction. Le sentiment de sécurité interne, il est attaqué en fait avec la maladie. L'équilibre identitaire en fait, il y a une recherche identitaire, on ne se reconnaît plus. La fatigue aidant, parfois le seuil de tolérance. Il y a beaucoup de choses qu'on tolère moins bien parce qu'on a moins de patience aussi. Donc tout ça, les patients me disent « mais je ne me reconnais pas dans ma façon d'être ». Donc tout ça, ça s'accompagne aussi. La perte d'autonomie possible, elle n'est pas systématique. Et puis tout ce qui peut montrer une détresse. Donc c'est important en tant que psycho-oncologue de montrer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans la façon de vivre les choses. Et la plupart du temps, tout est normal, je dirais. Quand il y a des complications, quand parfois il y a des troubles psychiatriques qui décompensent, là évidemment on travaille avec nos collègues en psychiatrie, on essaie vraiment de faire du lien avec le médecin traitant, les familles aussi, de connaître les antécédents. Ça aussi, ça peut être un point d'appel. Quand on voit un patient pour la première fois, on essaie toujours de savoir s'il a eu des antécédents psychiatrique, est-ce qu'il a déjà un suivi en parallèle, est-ce que voilà, donc tout ça c'est important de le prendre en compte aussi. On a des patients par exemple qui ont pu être anorexiques, qui ont peur de redéclencher par exemple avec tout l'imaginaire qu'on peut avoir à l'idée d'avoir un traitement chimiothérapique, c'est-à-dire je vais plus manger, je vais vomir, et ont peur qu'il y ait une reviviscence d'un vécu douloureux en fait. Oui, on réactive d'anciennes... tout à fait. D'anciennes plaies. En sachant que c'est l'un des risques. Donc tout ça s'accompagne, mais quand un travail a été fait entre-temps, s'il y a eu un suivi à l'époque, généralement les personnes se sentent bien mieux équipées pour affronter la nouvelle épreuve en fait. Et dans tout ce que tu dis, l'entourage et les enfants reviennent beaucoup, et c'est vrai que souvent les patients peuvent être jeunes et du coup les enfants... très jeune. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles ? C'est quoi les recommandations sur les annonces chez des enfants en bas âge ou des enfants peut-être un peu plus grands ? Après, c'est vrai que tout dépend de l'âge des enfants, mais c'est vraiment un cap difficile pour les patients, l'annonce à l'entourage et a fortiori aux enfants. Alors, on leur propose... C'est vrai que les enfants préfèrent que la vérité vienne de la bouche de leurs parents. Mais c'est tellement difficile d'annoncer à ces enfants que parfois on propose de les accompagner. Le patient dit, le psychologue assiste, ou ça peut être un médecin,
ou alors c'est le médecin ou le psychologue qui dit en présence du patient. Généralement, moi, l'expérience m'a montré que les enfants, en présence de leurs parents, ne posent pas les mêmes questions. Ils les protègent. Donc, ils mettent en place leur mécanisme de défense et ne posent pas les questions qui sont vraiment importantes pour eux. Donc, généralement, quand on me fait une demande d'un patient que je n'ai jamais accompagné, je vais d'abord me présenter au patient, je demande à le voir dans un premier temps et ensuite je reçois l'enfant. Mais beaucoup de patients n'ont pas besoin de faire appel au psychologue et font le travail chez eux. Je leur conseille quand même souvent alors, il ne faut pas mentir. Après, un non-dit, ça ne veut pas dire qu'on ment. On n'est pas obligé de tout dire dans le détail, mais informer, de dire, ben voilà, j'ai passé des examens, citer le nom de la maladie. Parce que de dire j'ai un bobo au ventre, ben, dès que l'enfant a un bobo au ventre, ben, forcément, il va s'imaginer que lui aussi va être hospitalisé, peut-être que ça va s'aggraver. Donc, mettre un nom sur la maladie, même si dans la famille, il y a eu des antécédents de cancer avec des décès liés au cancer, c'est tout de même important de le spécifier en disant, mais on peut aussi parfois être en rémission d'un cancer, tout le monde ne meurt pas de son cancer. Voilà. Et donc de vraiment donner les informations utiles, c'est-à-dire ben voilà, ça va être à tel rythme, peut-être que ça va nécessiter des hospitalisations. Moi, aux enfants, je leur demande, est-ce que tu sais pourquoi on se voit aujourd'hui ? Est-ce que tu connais le nom de la maladie ? S'il ne sait pas, c'est est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que tu t'imagines par rapport à cette maladie ? Je leur précise bien que ce n'est pas une maladie qui s'attrape. En plus, avec la Covid, alors la grippe, la gastro, le rhume, je leur explique bien que ce n'est pas une maladie qui s'attrape. Alors, il y a quand même des enfants qui me disent, oui, mais ma mamie, elle a eu un cancer du sein. Ma maman, elle a un cancer du sein, ma tata. Et donc là, j'explique un petit peu ce que c'est quand même la génétique, mais c'est compliqué pour les enfants. Et après, je leur dis, mais c'est pas parce que maman en a eu un que tu en auras un. Et bien sûr que quand on est grand, bon, il faut quand même, surtout avec les adolescents, il faut se surveiller, mais il ne faut pas non plus faire une fixation là-dessus. Il faut continuer à avoir une vie d'enfant. Voilà, on sait qu'il y a un contrôle à préconiser plus tard, mais en tout cas là, voilà, c'est pas d'actualité. Mais c'est vrai que les enfants, leur dire les choses. Et quand la situation se complique, surtout quand ils ont été déjà reçus par la psychologue, mais quand les parents ont déjà fait un premier travail, c'est de dire, bah, tu vois, là, les médecins ils sont un petit peu inquiets. Les médicaments qu'on a donnés ne sont plus assez forts pour soigner. Maman, en tout cas, on a du mal à freiner la maladie. Et c'est vraiment s'appuyer sur ce que l'on sait, avec des mots simples. Et les enfants, souvent, ont perçu des choses. Même sans mots, ils perçoivent beaucoup de choses. Ce sont de vraies éponges. Ils repèrent tous les changements d'humeur, de comportement, les chuchotements. Ils écoutent derrière les portes. Ils sont à l'affût des conversations à voix basse. Parfois même, ils s'imaginent pire que la réalité, parce qu'ils sentent bien que c'est pesant. Et rassurer les parents qui n'arrivent pas à dire, en leur disant, mais même si vous avez menti à un moment donné, parce que les enfants ont le chic de poser les questions au moment où on s'y attend le moins, c'est dans la voiture, dans les bouchons, au milieu de la grande surface, parce qu'éventuellement, maman ne va pas oser me crier dessus, ou papa, si je lui pose cette question-là devant tout le monde. Donc voilà, c'est un peu quelque part un mécanisme de défense aussi. Mais c'est vraiment important de rassurer sur leur capacité à dire et d'expliquer aux enfants, bah oui, je ne t'ai pas dit tout de suite, parce que pour moi, c'était difficile d'en parler. C'était aussi difficile d'en parler avec les adultes. Donc d'en parler avec toi, là, j'avais tellement peur de tes réactions, de faire de la peine. Donc c'est important d'expliquer aux enfants que ce n'est pas une volonté de les duper, en tout cas. Et est-ce que tu conseilles, pour dédramatiser, d'emmener sur le lieu des soins, donc Bien à sûr. l'hôpital Bien sûr. Alors avec la Covid, ça s'est perdu malheureusement. En tout cas en hôpital de jour. Mais bien sûr, alors ça c'est quelque chose... Ça dédramatise. Ça dédramatise. Ils posent des questions sur les perfusions. On explique à quoi servent les tuyaux, à quoi servent les médicaments. Et on leur explique que c'est pour le bien du papa ou de la maman ou d'un autre membre de la famille. Donc ça c'est essentiel. On accompagne aussi les enfants auprès de leurs proches malades. Même quand il n'y a plus de communication possible. On explique comment le patient est physiquement et on les accompagne. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner les enfants dans la chambre parce qu'ils demandaient à ce que je les accompagne et je reste avec eux si c'est nécessaire, mais parfois même, ils ont envie de rester avec eux seuls. On passe la tête de temps en temps, je leur dis d'accord, on te laisse seul, si tu as des choses à dire, même s'il ne peut plus te répondre. On est là, on vérifie que tout se passe bien. Et même par la suite, même en cas de décès, il y a des enfants qui ont besoin, encore une fois, de voir pourquoi, de vérifier en fait, c'est leur demande. Donc il n'y a rien de malsain à emmener des enfants auprès de son proche décédé ou à la chambre mortuaire, à condition que la personne soit présentable, bien sûr, qu'elle soit reconnaissable. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants de 4-5 ans qui sont demandeurs de ça. À partir du moment où on explique les choses, où on les accompagne, il y aura peut-être un choc, mais beaucoup moins important que si on lui a interdit d'y aller. Parce que le nombre de suivis de deuil compliqués que j'ai pu faire parce qu'on avait interdit aux enfants
de voir tout simplement, mais surtout d'être dans l'échange et puis peut-être de dire au revoir au même titre que les adultes, de s'adresser à la personne. Donc ça fait partie des étapes aussi à repérer dans l'accompagnement, d'anticiper quand on sent que le parcours commence à se compliquer, que l'évolution de l'état de santé nous fait craindre une fin de vie proche. On essaie d'anticiper la suite, c'est pas toujours possible, hein. C'est pas toujours possible, mais on essaie vraiment de se mettre en lien avec les membres de la famille, de savoir ce qui a été pensé, de ce que le patient souhaite. Donc tout ça, ça se prépare, hein. À chaque étape de la maladie se prépare en fait, hein. Je crois que plus on s'y prend à l'avance, encore une fois, mieux c'est. Rien ne vaut la parole en tout cas. Eh ben, c'est vraiment hyper intéressant là tout ce qu'on est en train de se dire, c'est vraiment très riche. J'avais une dernière question pour clôturer le podcast. Quel conseil tu donnerais à un patient qui débute son parcours de soins en oncologie ? Peut-être de ne pas s'isoler. On a besoin d'avoir des temps pour soi, hein. C'est important d'avoir des temps pour soi, pour pleurer même, hein, ou même pour se poser tout simplement. Mais de ne pas s'isoler parce qu'il y a l'état de solitude et il y a le sentiment de solitude. Donc de toute façon, le sentiment de solitude, il sera présent. Même entouré de 10 personnes avec des familles très aidantes, aimantes, soutenantes. Le sentiment de solitude, il est là parce que le décalage, il va s'imposer, hein, entre ce qui est ressenti dans le corps, d'un point de vue psychique aussi. Donc le décalage, il sera là. Mais effectivement, de s'autoriser l'aide de l'entourage. Consulter un psychologue, c'est pas faire preuve de faiblesse, loin de là. C'est même peut-être avoir une certaine force, reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est s'autoriser l'aide de l'extérieur, mais pas seulement qu'avec le psychologue, hein. C'est aussi dire à ses proches, même aux enfants, hein, qui vont se construire sur le modèle parental, c'est de se dire, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Ça nous tombe sur les épaules, on n'y peut rien, on ne contrôle pas. Et oui, ça, je ne sais pas faire et je vais avoir besoin des conseils de ceux qui ont l'habitude d'être en contact avec les personnes qui vivent la même chose que moi. Et c'est ce qui fait que parfois aussi, on propose des espaces de parole pour que les personnes puissent s'identifier et démystifier un peu la consultation avec le psychologue, hein, parce qu'il y a encore, mais moi je suis pas fou, ça on l'entend encore, et ils s'aperçoivent très vite que 99% de nos patients ne sont pas fous, mais ça permet vraiment de leur donner des repères, de poser les choses, de faire du lien, de lever les barrières de la communication entre eux et leurs proches. On fait beaucoup de liens, hein, les psychologues, vraiment, que ce soit avec les équipes médicales, paramédicales, les proches. Voilà, ça fait partie aussi un peu de nos missions, je dirais. Oui, et puis ça peut être une première étape pour le patient d'aller dans un atelier de parole, Tout et puis à fait. après d'avoir envie peut-être d'aller vers un tiers professionnel. Tout à fait. Mais quand on... parce que certaines personnes ont des besoins spécifiques, on travaille beaucoup avec le réseau ville-hôpital est important, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup appel aussi à nos collègues en libéral, hein. Donc ça, c'est important aussi parfois de savoir déléguer quand on estime qu'on ne peut plus apporter l'aide suffisante pour les personnes, hein. Donc ça, c'est savoir repérer là où sont les besoins pour mieux orienter nos patients, pour qu'ils restent toujours au centre du soin. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? On pourrait en parler pendant des heures. Oui, il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a tellement de choses à dire. Non, je pense que on a déjà dit beaucoup de choses. On a bien dégrossi pour un premier sujet sur la psychologie. En tout cas, merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment très très intéressant. Avec plaisir. Merci pour ton temps et merci pour cette interview qui, je pense, aidera beaucoup les patients qui nous écoutent. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible
et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.